Les Mirages sont en Ukraine. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées français, a annoncé ce matin, donc le 6 février, que la première partie de ces avions de chasse Mirage 2000-5 ont été livrés à Kiev. Et avec à leur bord des pilotes ukrainiens qui ont été formés en France. Et ça marque un transfert assez efficace et rapide de ces avions après l'annonce du 6 juin 2024. Mais il n'empêche que pour le reste des livraisons d'armes occidentales, les Ukrainiens sont bien plus circonspects à cause des incertitudes qui ont été créées par la prise de fonction de Donald Trump. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle de cette question des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, puisque on est le 6 février dans la 3e semaine du second mandat de Donald Trump, du Trumpistan si j'ose l'expression, et on voit qu'un cessez-le-feu, eh bien ça n'est pas pour demain. Et donc la question des approvisionnements en armes, elle reste cruciale face à l'invasion généralisée menée par la Russie. Donc je commence par les avions français. On se rappelle, Emmanuel Macron avait annoncé le transfert de Mirage 2000-5 à l'Ukraine le 6 juin 2024, donc en marge des commémorations du débarquement de Normandie. 3 jours après, il avait dissous l'Assemblée nationale et le sujet avait glissé sous le tapis. Et moi-même, j'étais persuadé que ça avait été complètement oublié à Paris, mais en fait non, même s'il n'en reste pas moins vrai que la crise politique et financière française a vraiment nui à sa projection géopolitique. Et bon, d'ailleurs, le 6 juin 2024, Emmanuel Macron, il avait aussi annoncé l'envoi de militaires instructeurs français en Ukraine, et ceux-là, on les attend encore. Mais bref, c'est presque un autre sujet. On ne sait pas combien d'appareils vont être livrés à l'Ukraine au total, mais ça ne peut pas être beaucoup, puisque le Mirage 2000, c'est un chasseur de 4e génération qui a été mis en service en 1984. Il y a 600 exemplaires qui ont été produits en tout, et ils sont utilisés par 9 pays. La France a, elle, une quarantaine de Mirage 2000 et sa flotte est vieillissante. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le transfert a été aussi rapide et aussi facile et n'a pas créé de surcoût budgétaire pour Paris, puisque ça permet au ministère des Armées de renouveler sa flotte. Quoi qu'il en soit, ces Mirage 2000-5, ils vont être utiles à l'Ukraine. Chaque chasseur a été modernisé avec des capacités air-sol et des moyens de défense anti-guerre électronique. Et donc ils peuvent être utilisés notamment pour des frappes au sol, pour l'interception de missiles ou encore l'interception de drones. Et donc c'est de toutes les manières une bonne nouvelle pour l'Ukraine, d'autant plus que ce même 6 février, le ministre de la Défense ukrainien a annoncé que les premiers F-16 néerlandais étaient eux aussi arrivés en Ukraine. Et donc le pays se reconstitue peu à peu une flotte avec des avions qui ne sont certes pas tout jeunes, mais qui sont quand même plus performants que les Sukhoi et les MiG que l'Ukraine avait hérité de l'armée rouge. Et au chapitre des bonnes nouvelles, il y a quelques jours, Israël a annoncé envoyer pas moins de 90 systèmes de défense antiaérienne Patriot, ce qui est très important puisque l'Ukraine ne dispose jusqu'à présent que de 7 batteries Patriot et que sa DCA a pas mal de trous dans la raquette que donc ces 90 batteries vont venir combler. Ça va pas permettre de tout arrêter, évidemment, puisque on n'utilise pas un patriote pour arrêter un drone, et même avec un patriote, on a du mal à arrêter des missiles hypersoniques, mais ça va aider. Pourquoi est-ce que Israël a décidé d'un coup d'envoyer ces 90 batteries patriotes, alors que depuis 2022, il rechigne à envoyer de l'armement à Kiev? Mon collègue Joseph a fait une vidéo qui explique toutes les ramifications de la question, donc je n'entre pas dans les détails ici, mais sinon il y a encore eu des bonnes nouvelles récemment, ce sont notamment des paquets d'assistance militaires qui ont été décidés par la Suède ou encore le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui va prendre la direction de la prochaine réunion Ramstein prévue pour la semaine prochaine. Et là, on rentre dans le domaine des mauvaises nouvelles. Puisque si les Britanniques vont prendre la direction de la prochaine réunion Ramstein, c'est que les Américains s'en désengagent. Pour l'instant, depuis le 20 janvier, le flot d'armement américain ne s'est pas interrompu. Mais premièrement, il s'agit de livraisons d'armement décidées par l'administration Biden. Deuxièmement, depuis le 20 janvier, aucun nouveau paquet d'assistance militaire n'a été négocié ou décidé. Ça a été confirmé par Volodymyr Zelensky. Et troisièmement, il y a visiblement une dispute en interne à la Maison Blanche et il y a effectivement eu une interruption de quelques jours en janvier parce que un des groupes gravitant autour de Donald Trump avait décidé de tout stopper net. Et finalement, il y a eu des discussions en interne et les livraisons ont repris. Et comme ça n'a duré que quelques jours, en fait, on ne s'est rendu compte de rien avant qu'une source à la Maison Blanche raconte
raconte l'histoire aux médias. Mais ça montre qu'il y a au moins un groupe suffisamment influent, suffisamment puissant pour tout arrêter, ne serait-ce que l'espace de quelques jours. Et c'est ce groupe qui veut mettre fin à la guerre en arrêtant tout soutien à Kiev et donc de facto en forçant Kiev à capituler face à la Russie. Et c'est le même groupe qui a stoppé les programmes d'assistance et humanitaire américains et qui veut liquider l'agence USAID. Ce groupe, il s'oppose à un autre qui veut au contraire accentuer la pression sur la Russie pour la pousser vers la table de négociation. Et on le voit dans tout ce qui transpire de la Maison Blanche, le débat en interne, il est encore en cours et Donald Trump n'a toujours pas tranché sur l'approche à adopter. Et d'ailleurs, on pensait que Keith Kellogg, donc l'envoyé spécial de la Maison Blanche pour l'Ukraine et la Russie, allait présenter un plan à la conférence pour la sécurité de Munich la semaine prochaine, mais il vient tout juste de démentir, ce qui montre que, véritablement, rien n'est prêt. En tous les cas, pour revenir à la question des livraisons d'armes, si jamais il n'y a pas de décision quant à un futur paquet d'aide militaire dans les prochains jours, alors fatalement, il va y avoir un trou dans les approvisionnements. Et ça, évidemment, Kiev en pâtira. Donc ça ne sera pas la fin tout de suite. Sur le front, les soldats ne se plaignent plus autant qu'auparavant de la pénurie de munitions. Il y a des stocks qui ont été constitués, mais tout retard dans les approvisionnements, évidemment, ça nuit au circuit logistique. Donc, si jamais ce groupe qui gravite autour de Donald Trump réussit à tout arrêter, ça ne sera pas la fin tout de suite, mais ça fera mal. Sachant, et il faut toujours le répéter, que les premiers bénéficiaires des paquets d'assistance militaire américains, ce sont les industriels américains. Parce que au moins 70 voire 80% de ces paquets d'aide, ils vont directement au complexe militaro-industriel américain. Ils ne vont pas à l'Ukraine. Et donc on verra si jamais Donald Trump est sensible à cet argument. Et puis aussi à l'argument de l'exploitation des terres rares qui ferait que ce serait dans l'intérêt des États-Unis d'aider l'Ukraine. Mais bon, ça, comme vous le savez, puisque vous suivez cette chaîne, en fait, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose que Volodymyr Zelensky a proposé depuis septembre-octobre dans ce qu'on appelait à l'époque son plan de la victoire. Je vous laisse revoir la vidéo que j'avais enregistrée à l'époque. Volodymyr Zelensky nous a livré hier cette estimation que 30% des armes utilisées par l'armée ukrainienne proviennent des États-Unis. Et donc, évidemment, s'il y a une pause dans l'approvisionnement, eh bien, ça fera mal. Mais il reste quand même 70%. 30% viennent des autres partenaires étrangers de l'Ukraine, mais 40% sont produits directement en Ukraine et par l'Ukraine. Et je vais terminer là-dessus sur la montée en puissance de l'industrie de l'armement ukrainienne, puisque une partie de cette montée en puissance se fait en coopération avec des entreprises américaines et européennes. Les Allemands, par exemple, sont très présents en Ukraine, mais une grande partie est véritablement ukraino-ukrainienne, puisqu'on va entrer dans la 4e année de cette invasion généralisée, et le pays réussit peu à peu à accélérer ses cycles de production et à produire en masse, et aussi à moderniser les types d'armements qu'il manufacture. On a vu par exemple le développement inédit de ces drones marins qui ont évacué la flotte russe de la partie ouest de la mer Noire, ou encore ces drones aériens qui atteignent maintenant une portée de plus de 2000 km, et l'Ukraine en produit plusieurs milliers par mois. On voit aussi des progrès considérables dans l'utilisation de l'intelligence artificielle ou dans les moyens de la guerre électronique, ce qui fait que, avec ou sans les Américains, l'Ukraine est en train de développer une industrie de l'armement parmi les plus importantes en Europe. Après, évidemment, les questions restent toujours les mêmes. Est-ce que ça se développe de manière suffisamment rapide et de manière suffisamment puissante pour faire face à cette invasion existentielle menée par la Russie, sachant que les Russes, eux aussi, ils montent en puissance et ils ont des moyens autrement plus considérables que les Ukrainiens. Ce qui amène à une autre question pour conclure, une autre question que j'ai déjà posée ici, c'est si jamais ce n'est pas suffisant, eh bien, est-ce que les Européens et les autres partenaires étrangers de l'Ukraine peuvent compenser un éventuel arrêt de l'aide américaine? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.